Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast 100% canadien CS à l'érable. Comme d'habitude, un de vos hôtes, Adi Raphaël, et je suis rejoint par mes amis qui se couvrent avec moi les Island Games, Daniel Cameron et Tristan D'Amour. Salut Daniel, salut Tristan, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Ça va. Ça va bien, merci. Salut les boys. Ouais, on est super contents. Écoute, un dénouement, on s'y attendait pas trop, à part Tristan qui s'attendait à ça, mais on va parler un peu plus tard de Tristan et de son petit air de devin qu'il avait, Tristan D'Amour. Mais on va en parler un peu plus tard, mais on va parler un peu de ce mini tournoi-là, parce que bon, on avait dit la semaine passée que la phase 1 était terminée. Il y avait 4 équipes qui étaient qualifiées pour la phase 2. Ces 4 équipes-là, c'était le Halifax, donc HFX Wanderers, Forge FC de Hamilton, Cavalry FC de Calgary et Pacific FC de Victoria. C'est les 4 équipes qui étaient là et qui se battaient pour les 2 premières places pour la finale de ce tournoi des Island Games. On a attendu exprès aujourd'hui pour enregistrer cet épisode, aujourd'hui le mercredi 16 septembre, parce qu'on était sûr que tous les matchs étaient joués et on connaît l'identité des 2 finalistes. On va revenir là-dessus après, mais commençons en premier par les 2 équipes qui ne se sont pas qualifiées. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode-là, c'est on va faire une petite revue d'effectifs des équipes qui font plus partie de la compétition, qui sont sorties de ce mini tournoi-là et qui font pas partie de cette finale. Donc, les 2 équipes dont je parle, c'est Cavalry FC et Pacific FC. J'aimerais avoir votre avis. On commence cette fois-ci par Daniel, mon compagnon de toujours. Daniel, parle-moi un peu de Pacific FC. Pour toi, qu'est-ce qui t'a impressionné chez cette équipe-là? Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Pacific FC pour passer en finale? Et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Je te laisse évaluer cette équipe quand même assez impressionnante de Pacific FC. Honnêtement, il leur manquait une certaine maturité défensive. Regarde comme contre Cavalry, il y a un peu de naïveté. Là. Dès le début, on provoque un penalty assez clair sur Farsi. Après ça, on laisse Adekugbe passer entre la défense. Et après ça, même chose, là, une mauvaise relance et Farsi part avec le ballon. Je veux dire, il y a eu que ce match-là, je veux dire, à partir de ce match-là, on savait que c'était fini là, pour eux. Là. C'est un peu triste à dire, là, mais il fallait partir plus déterminé. Là. Tu sais qu'il y a 3 matchs à jouer et que si tu commences par une défaite, ben, tu as très peu de chances d'aller au tour suivant. Donc, moi, je pense que c'est ça un peu c'est le mauvais début qui les a un peu plombés. Et par la suite, ben là, même chose contre Forge, j'ai même pas été capable de marquer. Puis on se termine avec une victoire de consolation, oui, par un gros score, mais contre une équipe d'Halifax qui voulait pas perdre. Donc, je veux dire, comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je veux dire, c'était pas le match le plus... le poète! C'était pas le match avec le plus d'enjeux dans le tournoi, disons. Puis on regarde, il y a eu quand même plusieurs pénaltys contre eux aussi. Là. Je veux dire, oui, certains sont controversés, là, j'en conviens, mais n'empêche que la défense n'a pas toujours été aussi solide qu'il aurait fallu, disons. Et offensivement, ben c'est sûr qu'il y avait des bons joueurs, mais Campbell n'a pas été aussi tranchant que l'année passée. En fait, il a attendu le dernier match pour marquer. Bustos, oui, il a été bon, mais pas faire tout seul. Alejandro Diaz, je veux dire, il y a pas mal de tirs qui sont passés à côté, là. Donc, je sais pas quoi dire, honnêtement. Ils ont une bonne équipe jeune. Moi, je pense qu'il faut garder l'entraîneur, là. On a vu une progression à travers le tournoi. Mais il va falloir fixer des brèches là, dans le 11 partant, là. Ouais, ils ont une bonne équipe jeune, ils ont un bon entraîneur jeune, à mon avis. Je pense que Pamoluka, ça va être quelqu'un à surveiller dans les prochains mois, dans les prochaines années.
plus les prochaines années que les prochains mois, je dirais. Mais oui, écoute, je t'entendais parler, Daniel, puis je cherchais la stat, je suis pas capable de la trouver, mais j'ai l'impression, je me souviens pas le nombre de pénaltys qu'ils ont donné, mais c'est certain qu'ils sont premiers dans la ligue pour le nombre de pénaltys concédés. C'était dans ça m'a surpris vraiment. Puis exactement. Là, faut dire, la semaine prochaine, on va sûrement parler du futur de la CPL, là, mais la VAR en CPL, ça, c'est un truc qu'il faut absolument qu'il aille en 2021. Mais pour en revenir à Pacifique, ça reste une réussite. Parce que, est-ce que je les voyais vraiment donner la monnaie de la pièce à un HFX, à un Forge, à un Cavalry? À mon avis, non. Ils ont gagné contre Forge, mais ils ont gagné contre Halifax, mais ils ont gagné contre Halifax B. Là, je veux dire, Halifax, on s'entend qu'il y avait aucun enjeu, donc ça valait pas grand-chose. Moi, je donne pas grande valeur à cette victoire-là, personnellement. Mais je dois dire, moi, je voyais York comme 4e. Je voyais pas Pacifique comme 4e. Et York a déçu d'une façon, je veux dire, on en a parlé la semaine dernière. York m'avait déçu d'une façon épouvantable. Et pour moi, il y a une expression en anglais qui dit « You're playing with house money ». Je veux dire, quand tu as gagné au casino, l'argent que tu as gagné, c'est de l'argent volatile, c'est de l'argent gratuit. Donc, tu joues avec de l'argent qui n'est pas la tienne parce que tu l'as déjà gagné. Moi, j'avais cette impression-là de Pacifique. Pas de mauvaise équipe, comme Daniel l'a mentionné. Des bons joueurs, des bons jeunes joueurs, des joueurs qui, je l'espère, vont grandir avec cette organisation-là de Pacifique FC qui, je pense, part 1 an en retard parce que Silver Bauer, l'expérience Silver Bauer, c'était un peu bizarre, tout ça. Là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé l'entraîneur qui va grandir avec l'équipe, qui entraîne en 3 langues d'ailleurs, qui en parle beaucoup plus que 3. Ça m'impressionne déjà d'une façon épouvantable. Je suis un petit peu... j'ai un peu peur que Pacifique va perdre Marco Bustos parce qu'il y a quand même 6 ou 7 mois, si on veut être bien sûr, là, d'entre-saison entre la fin des Highland Games et le début de la possible, peut-être, qu'en saison 2021. Donc, est-ce que Marco Bustos va se laisser tenter par un Whitecaps, par un Toronto FC, peut-être l'Impact de Montréal, par l'Europe, ça reste à voir. Donc, tu sais, ça reste... Bustos reste dans la conversation pour être le joueur du tournoi. On va sûrement en parler la semaine prochaine, quand même. Donc, je ne me mouillerai pas trop. Mais, tout de même, deuxième ronde, un peu poète-poète, mais tout de même, ça reste une réussite pour Pacifique FC. C'est drôle parce que moi, je vais être un peu entre vous deux. En fait, pas entre vous deux, mais un peu dans le sens contraire. Donc, on a Daniel qui est un peu plus dubitatif sur Pacifique. Tristan qui est un peu mesuré et qui trouve que c'est positif. Moi, je vais aller dans le sens complètement contraire de Daniel. Pour moi, je trouve que c'est une saison complètement réussie pour Pacifique FC. Après le fiasco de l'année passée avec Silver Bauer, on s'attendait pas à grand-chose de la part de cette équipe-là. Tu l'as dit un peu, Tristan, comme quoi on voyait York 9 un peu se mettre un peu dans cette position-là, finir 4e ou 3e. Finalement, c'est Pacifique FC qui vient là, un entraîneur avec plein de belles et de nouvelles idées. Marco Bustos, on va en parler, c'est sûr, la semaine prochaine, mais pour moi, c'est la meilleure pioche de la CNPL, la meilleure recrue de la CNPL au sein de la ligue au complet, tellement il a été dominant dans cette équipe-là. C'est très intéressant de voir cette équipe-là avancer. Après, bon, il y a encore des choses, on peut pas tout changer, de passer d'une équipe médiocre à une équipe qui se bat pour le titre, mais n'empêche, Pacifique est sur une très très bonne voie. Je suis très optimiste pour l'année prochaine, si prochaine année il y a. Moi, je suis très très content et je trouve que oui, c'est vrai que Pacifique a été quand même assez mauvais
dans son match contre Halifax. Par contre, contre Forge, oui, Forge a gagné 2-0. Par contre, je trouve que Pacific aurait très bien pu, si jamais il y avait eu match nul, je pense pas qu'il l'aurait volé dans ce match-là. Je trouve que Pacific a fait quand même un bon match face à Forge. Et bon, finalement, le dernier match contre Halifax, le 5-0. Donc, je pense pas qu'ils ont été, sur papier, oui, ils ont été un peu laminés dans ce deuxième tour-là. Mais je trouve que c'est très encourageant pour cette équipe-là, pour le Pacific FC. J'aime beaucoup ce que je vois avec une ou deux pièces supplémentaires, que ce soit peut-être du côté du milieu de terrain, un peu plus dans le secteur défensif, du milieu de terrain défensif, voire un peu pas en défense, plus sur les ailes, du côté des latéraux. Je pense qu'on aurait une très, très bonne équipe de la part du Pacific FC. Donc voilà mon opinion là-dessus. On va passer à la deuxième équipe qui aussi ne fait plus partie du tournoi. Et c'est le gagnant de la saison d'automne et de la saison de printemps de l'année 2019, de la première année de l'histoire de la Canadian Premier League. C'est Cavalry FC. Grosse surprise de voir Cavalry FC sortir là. Tristan, parle-moi un peu du gros problème au sein de cette équipe-là, parce que c'est quand même assez décevant de ne pas voir Cavalry FC en finale. Les joueurs, le coach, les dirigeants doivent être assez déçus d'avoir manqué la coche, comme on dit au Québec. T'en penses quoi, Tristan? Oui, ben oui, c'est sûr. C'est certain. Cavalry, c'était même... Puis je vais ramener ça à la première épisode qu'on avait fait ensemble, les boys. Ça reste une équipe que moi, personnellement, j'avais dit, je sais pas si ça va passer... Parce qu'il y a des gens qui manquent, il y a Malonga qui est parti, il y a Waterman qui est parti. Et au final, sincèrement, la deuxième ronde, Cavalry avait plus assez la cavalerie avait plus assez de soldats. Là. Il y avait des blessures par-ci par-là, ça tombait à gauche, à droite. Donc, c'est certain que... Puis là je vais trouver des excuses, c'est un peu ça. Là. Mais dans un sens, Pacific, Cavalry se battait avec des forces moindres. Donc, vers la fin, ça paraissait vraiment, je veux dire, dans le match où il fallait vraiment trouver des points, je pense que c'était Ledger Wood, il y avait Ledger Wood n'était pas là. Là, j'oublie les noms de qui étaient pas présents, mais les blessures ont vraiment fait mal. Et c'est là qu'on voit je veux dire, malheureusement, là, je vais y aller avec la panoplie d'excuses, puis vous pourrez sortir vos violons, là, a dit puis Daniel. Mais c'est un court tournoi. On a vu les effets du tournoi des matchs avec des très courts laps de temps entre les matchs. Ça a vraiment affecté Cavalry. Vers la fin de la première phase, on l'a vu. Vers la fin, ils ont perdu contre Ottawa. Ils ont perdu un autre match aussi. Et la Première Ligue canadienne les avait mis avant-dernier de leur power ranking. Donc, ils avaient perdu ce momentum-là. Et comme on a pu voir, oui, il y a eu la victoire contre Pacific FC dans le premier match, mais ça a vraiment été difficile. Le momentum, je ne dis pas nécessairement le momentum, mais je pense au niveau physique, ils en ont manqué. Et on a vu des équipes avec plus de profondeur, à mon avis, en Forge et Halifax, vraiment prendre le dessus. Est-ce que je veux dire que Cavalry n'est pas encore une des forces de la CPL? Non, pas du tout. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas... vers la fin, le tournoi des Highland Games a eu le meilleur de Cavalry. Exactement, honnêtement, Cavalry, ils ont bien commencé, puis à la fin, ils se sont essoufflés. C'est sûr qu'il y a des bad luck, là, comme la blessure de Minatel, là, c'était sûr qu'il n'allait pas revenir. Il y a eu le rouge de Jay Wilden aussi, ça n'a pas aidé. Ils ont même dû appeler Tofa Fakunle comme remplaçant d'urgence là, pour le dernier match. Mais au final, peut-être que tu avais raison au début, Tristan, au début du tournoi, quand tu parlais du fait que
Cavalry a perdu beaucoup de bons joueurs et les a pas nécessairement remplacés par des joueurs de même calibre, là, comme Boucher, Waterman, Malonga. Donc, on a vu que finalement, il y avait des limites dans cet effectif-là, notamment au niveau des buteurs. Je veux dire, je m'attendais à ce qu'il y ait un attaquant de Cavalry qui se distingue dans le classement des buteurs, puis ça n'a pas du tout été le cas. Jair Cordoba, je m'attendais à ce qu'il enchaîne les buts. Mais je crois qu'il avait commencé le tournoi blessé, là, mais il a marqué un but seulement en tout. Donc, honnêtement, c'était pas fameux, mais je veux dire, il y a des déceptions, mais il y a des bons coups aussi, là. On a découvert des bons joueurs, notamment Farsi, Carducci, qui honnêtement, il a été solide pendant le tournoi. Même les 2 pénaltys contre Halifax, c'est sauté du bon côté. Là, c'est juste que l'équipe a été moins dominante. J'ai l'impression que le niveau de l'équipe a baissé par rapport à l'année passée. Le niveau de la Ligue a monté. Donc, c'est pour ça que ça a été particulièrement difficile. Donc, cette année, c'est pas une année à oublier, mais il va falloir penser à se renforcer pour l'année prochaine. Mais ils ont, si je peux me permettre, ils ont la révélation du tournoi en Mohamed Farsi, qui, à mon avis, si je suis une équipe de MLS, je le regarde, si je suis une équipe et j'entends qu'il veut, il y a un sentiment, il regarde vers l'Europe. Donc, d'après moi, un Mohamed Farsi en 2021, ça sera peut-être pas à Calgary qu'il va falloir aller pour aller le voir. Ouais, c'est effectivement une très, très bonne pioche. Et je veux aussi parler de l'envers de la médaille. Je suis complètement d'accord avec vos 2 analyses cette fois-ci, contrairement à Pacific. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est une grosse déconvenue pour Cavalry FC. Il y a un gros manque et je pense que le gros problème qu'il y a eu, c'est le gros manque de mordant devant. Tu as parlé de Malonga, Daniel un peu plus tôt, et je pense qu'il a jamais vraiment été remplacé. Marcus Habert, contrairement à ce que Tristan pensait en début de saison, est quand même une belle pioche, une belle surprise, mais pas assez pour remplacer la production offensive que Malonga avait. Donc, il fallait un peu plus devant. Après, en défense, je pense pas que c'était ça surtout le problème. Je pense juste qu'il leur manquait de mordant offensivement. C'est ça qui a fait le gros défaut de Cavalry, selon moi. Ça a été le gros défaut. Par contre, je suis d'accord avec Tristan. Très bon recrutement avec Mohamed Farsi. Ça a été très bon. Et puis, d'un autre côté, il y a quand même des joueurs d'expérience qui sont là pour encadrer un peu les jeunes joueurs comme Ledgerwood, comme Habert maintenant qui est là, ou même si Carducci il est jeune, il a quand même maintenant de l'expérience après sa première année, après avoir été convoqué en équipe nationale. C'est une bonne chose d'avoir dans un groupe, mais je pense que Cavalry a besoin de remplacer ces joueurs par des joueurs du même calibre, comme tu l'as dit, Daniel. Donc, peut-être 2-3 recrues de très bon niveau à Cavalry, puis même pas, peut-être 1 ou 2 recrues de très bon niveau à Cavalry, puis ce sera de nouveau la force dominante en CanPL. Comme l'a dit Tristan, on est très loin d'être une équipe qui est devenue 6e de CanPL. Au contraire, elle fait partie des meilleures, sauf qu'on a vu... un peu, on dirait que c'est le statu quo entre 2019 et 2020, voire même un léger recul, un léger retrait par rapport aux performances qu'ils avaient l'année passée. Donc ça, c'est pour la 2e équipe du tour qui ne fait plus partie du tournoi, ce qui nous donne une finale très très intéressante. Daniel, je suis sûr que tu dois être très content, donc je vais diriger la prochaine question vers toi. Tu as dit dès le premier épisode de ce podcast-là, CS à l'érable, dédié aux Island Games avec Tristan D'Amour, tu avais dit quelque chose de très intéressant et tu avais dit « Je veux pas voir de finale Cavalry Forge, je ne le veux pas. » Là, on se retrouve avec une finale Halifax Forge. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu penses que ça donne un niveau, un intérêt supplémentaire à cette ligue-là de voir un peu du changement en finale par rapport à sa première année? C'est déjà ça de gagner. Là, on a une des 2 équipes qui sera pas à la finale cette année. C'est surtout pour que j'ose croire en toute humilité que si la Ligue doit se développer, c'est à travers l'ensemble de ces équipes.
Parce que qu'est-ce qui aurait pu arriver, c'est que si Cavalry et Forge gardent un niveau supérieur au reste de la ligue, ben, l'écart pourrait s'accentuer, surtout s'il y a des expansions à chaque année que ces expansions traînent un peu de la patte, ben, ça aurait pu accentuer l'écart. Donc là, je suis content de voir que HFX Wanderers a pu se rendre en finale, surtout que l'année passée, HFX Wanderers, malgré un public fidèle, les résultats sur le terrain n'ont pas été fameux, mais malgré ça, l'équipe a réussi à faire le ménage et à attirer des joueurs et même d'autres joueurs qui étaient dans la ligue, là, notamment Louis Bélangoyette, pour avoir une équipe de qualité. Puis ça, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu qu'on doit lever le chapeau, là, notamment Stephen Hart, qui a pu assurer une solidité défensive à son équipe. L'équipe n'a pas toujours pratiqué un beau jeu, mais a pu profiter des occasions. Donc, moi, je suis content que ça soit le cas pour HFX Wanderers cette année-là. Bon, là, vous me voyez pas, les boys, là, mais je suis la représentation humaine du meme de Kermit la grenouille qui boit son thé Lipton, qui dit This is none of my business. Ouais, exact. Parce que tu l'avais dit en début de podcast, pour toi, en début de ce tournoi, pour toi, c'était l'équipe qui allait surprendre, Halifax. Puis bravo, Tristan D'Amour, l'expert CanPL, bravo, t'as complètement raison. C'est vraiment l'équipe qui a surpris et qui se retrouve en finale contre toute attente. Donc, je te laisse parler et savourer cette belle victoire d'analyste et de mentor et de devin. Mais non, mais je suis pas la personne qui va trop se pomper de la poitrine. Mais je dois dire, comme c'est ça, je dois dire que cette équipe des Wanderers-là, je la voyais un peu différemment dans ma tête. Premièrement étant, si vous allez écouter le podcast qu'on a fait, le podcast Marathon, on a parlé de toutes les équipes en long et en large. Moi, je voyais Jason Beaulieu comme étant qui allait avoir un autre palier dans sa carrière et c'est vraiment une occasion ratée pour Jason Beaulieu. Christian Oxner est arrivé et a vraiment fait le travail. Faut lui donner, il a été solide. Mais c'est un peu comme si on avait donné une transfusion de sang à quelqu'un et ça lui avait sauvé la vie. Parce que cette équipe de Halifax-là était, si je me trompe pas, là, si je dis pas des bêtises, ils étaient derniers l'année dernière. Donc, on a quand même un solide changement là, au niveau. C'est comme Céline Dion, là, les derniers seront les premiers. Mais puis en tant que Québécois, on ne peut qu'être fier de ce qu'on voit avec bon, il y a Aboubacar Sissoko qui a fait bonne figure. Louis Bélangoyette, c'était un petit peu en deux teintes. Je m'attendais à vraiment une performance plus solide de sa part, mais a quand même fait le boulot quand il a été demandé. Krishnovic Ensa à droite, c'était vraiment bien. Mais Alessandro Riggi, ça a pris un peu de temps à embarquer, mais il a marqué un but important en fin de première phase. Et bon, après, il y a Omar Krem, qui arrive et qui fait du très bon boulot quand personne vraiment s'attendait à le voir performer. Donc, moi, je ne peux qu'être très content. On va parler des prix individuels la semaine prochaine. Là, je sais qu'on en parle beaucoup, mais il y a un des prix qui revient à Halifax. Je vous dis pas trop lequel. Mais sincèrement, c'est ça. Là, je prends le crédit. Là, je vous remercie de m'avoir félicité pour ma prédiction. Mais il cause la surprise quand même pour moi. Je les voyais pas nécessairement en finale. Je m'attendais à un Cavalry Forge. Et honnêtement, c'est bien mérité de la part d'Halifax. C'est bien mérité pour les gens des Maritimes qui ont... Avant, Halifax n'avait pas beaucoup d'équipes professionnelles. Avait pas d'équipe de sport, pas beaucoup d'équipes de sport qui faisaient vraiment la manchette. Donc je lève mon verre d'eau
au monde de Halifax et aux Wanderers. Oui, effectivement, il faut vraiment lever notre verre aux équipes de Halifax, à l'équipe de Halifax, bien évidemment, parce que c'est vraiment un très, très beau tournoi qu'ils nous ont montré, une progression fulgurante, et très sincèrement, j'aurais pas voulu autre chose. Je sais que Daniel est un peu plus mesuré quand il dit, il y a au moins une des deux équipes qui a changé. Vous allez jamais voir Daniel sauter de joie. En tout cas, c'est pas son style. Mais moi, de mon côté, je suis très content parce que j'avais peur, encore une fois, que ce soit un Forge FC, Cavalry FC. Et finalement, ce n'est pas le cas. C'est une équipe qui a prouvé qu'elle est capable de remonter un peu la pente et de sortir un peu de l'abysse dans lequel ils se trouvaient. Parce que, comme l'a dit Tristan, ils étaient derniers lors de l'année passée pour se hisser en finale. Et ils n'ont pas démérité. Et oui, tu as parlé un peu du fait que Tristan, comme quoi tu pensais que c'était Jason Beaulieu dans les buts, finalement c'était Oxner qui est venu et qui a pris sa place. Mais c'est la même chose. On pensait que Louis Belangoyette allait être une figure extrêmement importante et titulaire à 100% de cette équipe de Halifax. Ce n'est pas le cas. Par contre, l'entraîneur Stephen Hart a su tourner une équipe qui a fini bon dernier à égalité avec Valor l'année passée, si jamais vous mettez les deux tableaux ensemble, à une équipe finaliste. Et c'est ça qu'on aime voir. On aime ces histoires un peu féeriques, un peu imaginaires, comme on dirait, de voir quelqu'un qui est dernier se retrouver dans les deux premières places l'année suivante. C'est quelque chose de très encourageant pour la Ligue de voir qu'il y a une progression possible et tangible comme celle des Wanderers de Halifax. D'un autre côté, on a vu le deuxième finaliste. On va rentrer un peu en détail envers ces équipes-là. J'aimerais que vous me parliez un peu, si jamais vous voulez, un peu des forces de cette équipe d'Halifax et de leurs faiblesses. Quelle est pour vous la force et la faiblesse de Halifax, avant qu'on parle un peu plus de Forge FC, bien évidemment, juste après. On commence par Halifax. Donc, force et faiblesse. Tristan, je te laisse commencer. Moi, j'ai l'impression que la force, c'est un peu la profondeur qu'on a vue. Parce que si on se souvient, Joao Morelli était le meilleur marqueur de la Ligue avant la suspension qui s'est pris. Et après, on a vu Hakim Garcia prendre le relais. Donc vraiment, cette profondeur-là, je veux dire, dans le dernier match, oui, ils ont perdu, mais ils ont fait quasiment une rotation complète de leur effectif, ce qui leur permet de se présenter contre Forge avec une équipe complètement fraîche. C'est quand même pas à dénier. Sincèrement, c'est du luxe là, en CanPL d'avoir une équipe profonde. Et on a deux équipes, on va parler de Forge un peu plus tard, mais deux équipes qui ont un certain banc, ils ont des forces sur le banc s'il y a quelque chose qui arrive. Donc, pour moi, la force d'Halifax reste cette nouvelle profondeur qu'on apprend à connaître de cette équipe-là. Moi, ça m'a impressionné. La faiblesse, je dois dire, il y a dans les matchs où ça n'a pas bien été d'Halifax, là, je ramène ça à la phase 1, c'est l'indiscipline. Parce qu'il y a beaucoup de situations où il y a eu des fautes, des coups francs qui ont été donnés, des cartons jaunes sur des... et ces situations-là ont mené à des buts ou ont mené à des situations qui ont fait changer le momentum. Donc, pour moi, Halifax, leur pire ennemi va rester eux-mêmes. Donc, pour Halifax, ça va être de rester discipliné. Oui, on joue les champions. On joue les champions, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Il reste le underdog. Mais ton propre ennemi reste toi-même quand tu te prends des situations comme ça, tu te prends des coups francs dans des endroits qui sont très propices à ce qu'il y ait un but ou une très bonne chance de marquer. Donc, pour moi, Halifax va devoir être très conscient de ne pas donner des opportunités à un Forge FC qu'on a vu capitaliser sur des occasions de marquer. Et ça reste une très bonne équipe. Là. C'est les champions défendants
Et même s'ils n'ont pas gagné la saison d'automne et de printemps de l'an dernier, ils étaient là. Ils étaient dans le mix avec Cavalry. Donc, il ne faut vraiment pas donner des opportunités il ne faut vraiment pas donner des chances à Forge de marquer parce que ça va probablement c'est le plus grand match de l'histoire du club. De mon côté, une des forces que j'ai trouvées du côté de HFX Wanderers, c'est leur solidité défensive. Là. Si on regarde, ils ne se sont pas fait marquer tant de buts que ça, ils ne se sont pas fait ramasser non plus. Ça a souvent été des matchs serrés. Je pense qu'ils n'ont jamais perdu par plus d'un but, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ce que à ce niveau-là, Stephen Hart. Ils ont perdu le dernier match, hein, quand même. Oui. Donc, quand même un 5-0. Donc... Ouais. Mais le dernier match, je le compte pas rendu là. On s'entend tous que c'était pas un vrai match, là. Mais, excepté le dernier match, ils n'ont jamais perdu par plus d'un but. Donc, à ce niveau-là, je pense que les HFX Wanderers, je veux dire, c'est l'équipe sur un match, avoir une solidité défensive, c'est important. Par contre, la contrepartie de la solidité défensive, c'est le manque de créativité offensive. Ça, honnêtement, je suis resté souvent sur ma faim dans les matchs des HFX. Oui, il y a de la volonté, mais je veux dire, on est souvent compté sur les pénaltys pour marquer. Il y a un petit quelque chose qui manque. Puis ça, je veux dire, contre une équipe comme Forge, qui a quand même d'animation offensive, là, moi, je pense que c'est une très bonne animation offensive. Il y a plusieurs cartouches qui sont du côté de Forge. Donc, si on n'est pas capable de rivaliser à ce niveau-là, ça peut être difficile. Là. Comme, si je me trompe pas, le match contre Pacific, le dernier match des Wanderers, il y a eu des tirs, là, c'est juste que les tirs n'étaient pas cadrés, là. Donc, à ce niveau-là, il va falloir peut-être être plus en mesure d'avoir d'animation offensive parce que moi, je pense que les buts viennent par l'animation offensive. S'il n'y a pas d'animation offensive, ça va être difficile de marquer des buts, là. Ouais, ben écoute, je suis d'accord avec vos points de vue. J'ai juste un peu changé les choses. Ce que j'aime du côté de Halifax, moi, et pour moi, la grosse force, c'est que oui, ils ont de la profondeur, comme dit Tristan. La seule chose, ce que je trouve qui est encore plus important, c'est qu'il y a une complicité en attaque. Et c'est très difficile de trouver une complicité avec si peu de matchs. Mais les Morelli, les Crème, les Garcia, Rigi, Kinumbe, chaque fois qu'ils sont là, on sent qu'ils sont complices avec les autres joueurs devant. On voit une complicité qui est très difficile à obtenir après si peu de matchs. Et pour moi, c'est la plus grosse force du côté de Halifax qui, même dans le dernier match, ils ont perdu 5-0. Mais sérieux, je trouvais qu'ils ont été vraiment malchanceux parce que les occasions qu'ils ont eues sont juste, ils sont pas allés au fond, tandis que les autres occasions, ils se sont retrouvés dans un Bustos en pleine forme qui a été de tous les bons coups du côté de Pacific. Mais dans le reste, du côté offensif, c'est extrêmement intéressant du côté de Halifax. Morelli, Garcia, je trouve que c'est une belle paire et je trouve que ça peut faire très très mal à n'importe quelle équipe. Après, pour la faiblesse, une chose, je pense pas que vous l'avez dit un peu de cette façon, mais je pense que vous l'avez dit un peu indirectement. Il y a un gros manque d'expérience dans cette équipe. Ok, on a un manque d'expérience des matchs de haut niveau en fait. Et on sent qu'à un moment donné, quand Halifax se retrouve au pied du mur, ils ont tendance à reculer. On l'a vu surtout dans le match décisif contre Cavalry, où pourtant il menait dans ce match-là. Et malheureusement, il se retrouve à un moment où ils gagnaient 2-0. Ils étaient à 11 contre 10. Puis là, on a senti qu'ils commençaient à jouer sur les talons. Pourquoi? Ça, c'est un manque de confiance, c'est un manque d'expérience d'une jeune équipe qui n'est pas habituée à arriver aussi loin dans des matchs à haute intensité. Finalement, Cavalry réduit la marque à 2-1. Puis a failli à marquer un deuxième but. Hein. C'est arrivé à un moment donné quand je ne me rappelle plus quel joueur de Cavalry tire le ballon complètement au-dessus de la cage dans le temps supplémentaire. Donc, ça aurait pu être un 2-2 dans ce match-là.
Par contre, ça a passé. Il va falloir juste que cette équipe-là engrange de l'expérience face à une équipe qui est de loin plus expérimentée dans ce genre de situation. Et tu sais quoi, je vais enchaîner directement vers Forge FC. On va parler aussi des forces et des faiblesses. Cette fois-ci, je vais commencer comme ça. On continuera après avec vous. Du côté de Forge, ce que j'aime, et je l'ai dit, c'est l'expérience. L'expérience des joueurs qui sont internationaux canadiens, qui ont un peu tout vu, qui sont partis, qui ont joué dans plusieurs équipes. On parle par exemple de Kyle Becker, de Maxime Tissot, de David Edgar, qui ont vraiment eu ce côté-là, cette expérience-là de jouer des matchs à très haute intensité, mais aussi il y a une grosse variété de profils à la disposition de Bobby Spiniotis du côté de Forge FC. C'est pas juste de la profondeur, mais des profils différents. Donc, tu as en attaque, par exemple, Novak, où tu peux avoir Balbinotti, où tu peux avoir Babouli, tu peux avoir au milieu de terrain des joueurs comme Tissot, comme Sabac, comme Becker. Tu as vraiment beaucoup de profils différents qui peuvent faire en sorte de t'adapter dans n'importe quelle situation, qui est pour moi une force très très bonne. C'est pas juste empiler des joueurs de qualité dans une même équipe. Non, c'est plus avoir plusieurs profils pour contourner les forces adverses, quelles que soient les forces en face. Du côté de la faiblesse de Forge FC, pour moi, c'est un peu le milieu défensif. Je suis pas très serein quand je vois, je vais peut-être maganer son nom là, mais Akinyotti Johnson, je le trouve pas très fiable dans ce poste-là de milieu défensif. Puis quand il perd le ballon, souvent, on se retrouve dans une situation où l'attaquant se retrouve un peu laissé tout seul parce que les défenseurs d'habitude s'attendent pas à ce qu'ils perdent le ballon aussi bas. Donc, moi, je suis pas très confiant du côté du milieu défensif. Sinon, il y a très peu de faiblesses du côté de Forge FC. Daniel, cette fois-ci, je commence par toi. Donc, les forces et faiblesses de Forge FC? Au niveau des forces, moi, ce serait la profondeur. Parce qu'on l'a vu, ils ont pu le faire tourner tout au long de la saison, tout au long du tournoi, pardon. Et c'est ce qui a fait en sorte d'ailleurs qu'ils n'ont pas subi des raclées, qu'ils ont relativement bien tenu. Ils ont terminé d'ailleurs, ça je voulais le mentionner, vous vous rappelez l'année passée, on avait parlé de Cavalry qui était champion automne-hiver et qui a perdu la finale. Là, Forge est champion du premier tour et du deuxième tour et pourrait aussi perdre la finale, là, ça serait aussi paradoxal. Mais là, c'est ça, au niveau des forces, moi, c'est vraiment la profondeur. Je trouve que c'est l'équipe qui avait le plus de profondeur. Pas nécessairement par, je veux dire, par la qualité, mais par l'homogénéité. C'est important que quand un joueur s'absente, celui qui va le remplacer est capable d'assurer. Parce qu'il y a des équipes qui avaient, oui, de la profondeur, dans le sens ils ont des bons joueurs, mais des fois, tu en as un qui est tellement important dans son poste que dès qu'il s'absente, ben, ça se voit. Donc, ça, c'est au niveau des qualités. Là. Moi, j'ai constaté les changements qui étaient faits par Forge étaient toujours intelligents et ça avait de l'allure. Ça permettait de changer un match quand c'était nécessaire. Également, au niveau moi, le point faible, c'est l'attaque. Je veux dire, Baker a marqué beaucoup de buts, mais c'est pas un striker. Même l'année passée, je veux dire, Borge, c'était pas vraiment un striker, là, mais il a fait la job, fait que ça cachait un peu le manque à ce niveau-là. Là, cette année, Balbinotti, si je me trompe pas, il n'en a marqué aucun. Novak en a marqué 2, si je me rappelle bien. Et Zayac en a marqué aucun. Donc, je trouve qu'en attaque, c'est pas fameux. Mais ça compensait par le fait que d'autres joueurs comme Baker ou Mo Babouli pouvaient marquer ou offrir des occasions. L'année passée, il y avait aussi Chouanière cette année aussi, Chouanière était important, mais l'année passée, Chouanière a marqué des buts importants quand il fallait. Donc, moi, c'est surtout en attaque que je m'inquiète, même si la manière dont l'équipe joue, on a pu compenser ça par l'animation offensive, qui fait que plusieurs joueurs différents marquaient, là. J'ai l'impression que c'est un peu... Je sais pas si c'est nécessairement que tu es dur avec Forge, mais ils ont été constants. Ils ont été quand même constants avec ce qu'ils ont fait. Comme tu as dit, ils se sont pas pris de raclée. Reste que... Mais moi, une chose qui m'encourage, en fait, ou qui me donne un peu de confiance, si j'étais Forge FC, c'est de voir quelqu'un comme Mo Babouli marquer
de marquer son premier but dans la phase 2. C'est certain que tu vas donner... c'est un boost de confiance en se rendant en finale, c'est certain. C'est un but quand même important qui le rentre, qui fait en sorte que Forge se classe en finale. Je trouve que écoute, t'es le premier à me mentionner ça. Pour vrai, le truc de phase 1, phase 2, je pense que personne ne l'a remarqué à part toi, Daniel. C'est un peu de mauvaise foi, là, mais c'est vrai que l'histoire pourrait venir leur jouer dans le nez vers la fin, un peu comme manger du wasabi, là, tu sais, un petit Quelle analogie! Mais tout de même, j'aime Forge FC, j'aime la façon qu'ils ont. On a parlé un petit peu, je pense que c'est il y a 2 semaines, quand on s'était dit que comment dire, par rapport à la tempête dans un verre d'eau des minutes U21, Forge, c'est une équipe qui a la culture de la gang. Forge, c'est une équipe qui va, du moins, me semble être une équipe qui va vouloir être dans le top 2, voire top 3 à chaque année. Et moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. C'est exactement là où ils voulaient être à la fin du tournoi. Est-ce que je suis déçu de certains joueurs? Balbinotti, avec le nombre de matchs et le nombre de minutes qu'il a joué, un peu surpris de ne pas voir au moins un but, personnellement, pour l'avoir vu à l'Académie de l'Impact, pour l'avoir vu avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je pensais que la CPL était une ligue qui allait être le parfait tremplin pour lui, parce qu'on a vu tellement de joueurs, que ce soit même cette année ou l'année dernière, prendre ce niveau-là, prendre ce niveau CPL-là et vraiment y aller de fond en comble. De vraiment, je veux dire, on a vu Nathan Ingham l'année dernière dans les buts pour York, qui a eu une très bonne saison. Borges, même si c'était pas nécessairement le niveau universitaire, mais il était revenu jouer avec, je pense que c'était Sigma, ou en tout cas, il était revenu en Ligue 1 en pensant que la CPL arrivait et il est rendu en Belgique. Donc, Forge, j'ai aucun problème avec la façon qu'ils font les choses. C'est certain qu'ils vont donner un solide match à Halifax. J'ai vraiment hâte de voir. Parce que personnellement, je sais pas si... Parce que là, j'ai vraiment donné beaucoup de lousse à Halifax. Écoute, on le sait, là. Pendant tout le temps que j'étais sur ce show-là, j'ai dit, bon, Halifax, ça surprend. Halifax, ça va bien, ça va bien. Mais là, j'ai pas l'impression qu'ils vont être capables de passer Forge. Parce que là, on a vu le dernier match en phase 2, ça finit 1-1. Mais, comme je disais, indiscipline, Halifax s'était pris le penalty et ça finit 1-1. Mais, c'était une surprise que ça finisse 1-1. Moi, personnellement, je pensais que Forge allait remporter le match. Et là, c'est vraiment là où on a vu l'essor d'Halifax. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le deuxième match parce que c'était un peu ça, cette phase 2. On s'était dit, à quelque part, il y a un avant-finale, mais on ne savait pas où elle était. Puis finalement, c'était le premier match de la phase 2. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner une semaine et demie plus tard. Ouais, effectivement, c'est vraiment ce que j'allais mentionner aussi en parlant un peu de ce match-là, un peu pour mettre la table un peu pour ce match-là. Ben, j'ai trouvé que effectivement, même dans ce match-là, je vais aller un peu plus loin. Ben, je trouve que Halifax aurait très bien pu gagner ce match-là face à Forge lors de leur première rencontre. Et beaucoup ont été étonnés comme quoi Halifax a mieux joué que Forge. Le 9 septembre lorsqu'ils ont joué l'un contre l'autre. Donc, ça va être très intéressant parce qu'on voit Forge comme l'équipe un peu dominante. Halifax a son mot à dire dans ce match-là. Est-ce que vous pensez que ce match-là, est-ce que Halifax va pouvoir matcher ou va pouvoir s'élever au niveau de Forge dans un match avec une aussi haute intensité, parce que c'est important et comme je l'ai dit moi plus tôt, je trouve qu'Halifax manque d'expérience, mais est-ce que vous pensez que ce match-là va être à la hauteur des attentes? On va avoir un match âprement disputé, Tristan?
Ben, c'est drôle parce que je viens juste de dire que j'appréhende un peu ça côté Halifax, mais moi, j'ai vraiment hâte de voir, là, personnellement, là. Mais c'est exactement sur ce que tu dis. Je veux dire, je l'ai dit dans quelques podcasts, il y a quelques podcasts, que il y a des joueurs comme moi, personnellement, Louis Bellan-Goyette, je le vois sur un palier qui est similaire à un Kyle Becker pour ce qu'il peut apporter à une équipe. Je pense que c'est le moment là, pour Halifax. C'est le moment pour passer vraiment, s'il remporte le North Star Shield pendant la finale, on va vraiment pouvoir parler d'un point tournant pour cette franchise-là. Je veux dire, je l'avais dit déjà que c'est le match le plus important. Je ne sais pas si c'est le match le plus important pour Forge, mais c'est définitivement le match le plus important pour les Wanderers. Et pour ça, justement pour ça, parce que oui, c'est une équipe qui est jeune, oui, c'est une équipe qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience, mais reste que il y a Stephen Hart qui en a vu d'autres, là. Stephen Hart, là, il a quand même été dans des situations où il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu des campagnes où il y a eu beaucoup de pression. Donc, sincèrement, ça va être comment Stephen Hart va être capable de naviguer son équipe, comment il va être capable d'aligner son équipe pour non seulement jouer, à mon avis, Forge reste la meilleure équipe de la Ligue, mais dans une situation où c'est une finale, puis là, il y a un championnat au bout des 90 minutes que tu vas jouer. Et là, je le mentionne parce que je dis au bout des 90 minutes, il n'y a pas de temps, il y a pas de prolongation. Ça va directement en penalty si c'est un score égal après 90. Donc ça va être une autre affaire complètement. Mais j'espère voir Halifax vraiment élever. Parce que là, on les a vus élever leur niveau en phase 2, mais de vraiment donner au moins, s'ils ne gagnent pas, au moins donner un solide match à Forge pour vraiment rendre ça intéressant d'un côté, pour l'amateur moyen, mais aussi pour vraiment confirmer la hausse du niveau de la Ligue. Parce que là, on a une équipe qui n'est pas Cavalry, qui était dernier, qui a fait beaucoup de changements en fonction de comment la Ligue était. Et là, on voit que ça paie, ça porte fruit. Donc, je ne sais pas si tu veux que je te dise une prédiction pour le match tout de suite. Oh, ben vas-y avec ta prédiction. Au contraire, c'est une bonne chose. J'étais un peu mené vers mon Dieu. C'est un peu ma faute, là, parce que j'aurais pu pas le dire, puis tu me l'aurais demandé plus tard. Là. Voilà. Je connais le système maintenant. Ouais, OK. Bon, sincèrement, j'aimerais tellement ça qu'Halifax gagne. Et OK, je vais mouiller, je vais dire qu'Halifax va gagner le match. Je vais te donner un 2-0. Wow! OK, 2-0 à Halifax. Daniel, je vais te laisser rebondir. Je suis complètement trempé là, en passant, là, Adi. Là. Mais ça se connaît. Ça se connaît. Mais écoutez, c'est une prédiction. Ça veut pas dire si on l'a ou on l'a pas, ça veut pas dire qu'on connaît pas notre sujet. Au contraire, c'est très difficile de prédire un match. Je crois que vous le savez tous déjà. Daniel, si tu veux rebondir sur ce que Tristan a dit et aussi donner ta prédiction à la fin. Ben, moi, je pense que ça va être un match disputé. Mais j'ai l'impression que sur ce genre de match, faut dire que cette année, c'est dur d'avoir une opinion sur les confrontations, puis s'affronter 2 fois, et 2 fois c'était 1-1. Là, ça peut pas se terminer 1-1. Moi, j'ai l'impression que Forge a peut-être plus de ressources pour aller chercher la victoire. En même temps qu'Halifax a pu reposer ses joueurs contre Pacific. Moi, je vais y aller avec un 2-1 pour Forge. Parfait. Ben, moi, je suis complètement d'accord avec vous deux. Je pense que ça va être un match âprement disputé. Je pense que malheureusement, je pense que Halifax va être un peu, va avoir du mal à vraiment surmonter l'intensité de ce match-là pour l'emporter.
mais je pense qu'ils vont quand même marquer un but. Donc, je dirais quand même un 2-1, voire un 3-1 pour Forge. Je vais dire 2-1 pour Forge parce que j'aime le spectacle, j'aime les petits papillons à la fin. Puis, je pense que c'est quand même assez important d'avoir un match pas complètement dominé par l'autre équipe. Donc, on verra de ce point de vue-là. Donc, on est 2 pour Forge et 1 pour Halifax. Tristan, encore une fois, t'es tout seul dans ton coin. Ben, écoute, tu nous as prouvé que t'es capable d'avoir raison de ce point de vue-là, même dans ce genre de situation-là. Ben, j'espère pour toi que tu auras raison cette fois-ci aussi. C'est pas ma prédiction que j'ai dit avec le plus de confiance au monde, là. mais sincèrement, si Halifax gagne, c'est certain que je cours autour du bloc là, demain. Parce que, pour vrai, ils l'auront mérité. Parce qu'ils m'ont vraiment impressionné. Je sais que j'ai dit qu'elle allait causer la surprise au début des Allen Games, mais c'est vraiment mérité. Ils ont vraiment... j'aime le storyline, j'aime la manchette de les derniers seront les premiers. Donc Halifax, mais Forge, c'est certain que Forge est le favori de ce match-là. Là. Faut quand même se rendre à l'évidence. C'est une équipe qui, à part Borges, a quand même gardé des éléments solides. Moi, j'ai bien aimé la montée en utilisation d'un David Choinière. Il y a beaucoup de bons éléments. Ils se sont permis d'aller... Et en même temps, ils se sont permis d'aller chercher un Maxime Tissot qui était proche de la retraite, mais qui a donné de solides minutes à cette équipe de Forge-là. Donc, c'est certain que ça va être un... Si Halifax gagne ce match-là, comme ma prédiction disait, c'est qu'ils vont l'avoir mérité, là, cette finale. Ouais, effectivement, je pense aussi il aurait mérité cette finale, comme tu l'as dit. Et dans tous les cas, je trouve que c'est une saison complètement réussie pour Halifax. Je pense que si on leur avait dit au début du mois d'août, vous serez en finale, vous allez perdre, même si jamais ils gagnent, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, mais vous serez en finale, ils auraient signé tout de suite. Même de là à dire, on perd 6-0 en finale, on s'en fout. L'important, c'est d'être en finale. Je pense que quel que soit le résultat de Halifax, c'est une saison complètement réussie. Tandis que pour Forge aussi, c'est une saison réussie, quel que soit le résultat en finale. Donc, ça va être assez intéressant parce que c'est deux équipes qui n'ont pas l'obligation de gagner, selon moi. C'est deux équipes qui veulent être dans les premières loges. En tout cas, Forge, c'est une équipe qui veut être dans les premières loges. Halifax voulait s'améliorer. Les deux ont atteint leur objectif. Puis ça va être un match, je pense, assez fou, ce match. Ce samedi, au Québec, à 2h, le match entre Halifax et Forge FC. Donc, le samedi, pour ceux qui connaissent pas la date, le samedi 19 septembre. Donc, ça vient très, très vite. Les amis, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast de CSL Érable. Daniel, merci encore de ton expertise. Je te remercie, Hadi, et je remercie Tristan. Et je vous souhaite un très bon match ce samedi. Effectivement, pareil pour moi. Tristan, merci encore. Puis on espère que ça va se réaliser pour toi, là. Ouais, non, c'est certain que moi, je vais avoir les 2 drapeaux bleus de Wanderers en écoutant le match, c'est certain. Mais ouais, ben, c'est ça. Moi, je suis content. Il y a des Québécois qui font bonne figure, des jeunes qui font bonne figure. Moi, ça me fait toujours plaisir à voir. Et toujours un plaisir d'être là avec vous. Oui, toujours un plaisir de t'avoir ici à nos côtés. Et merci encore pour tous de nous écouter si nombreux de semaine en semaine. On le voit. Merci beaucoup de votre support. N'hésitez pas à nous poser des questions, à partager notre contenu et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSL Érable.